Bonjour à tous et bienvenue à une vidéo qui arrive, qui est un petit peu impromptue mais absolument nécessaire parce que essentiellement l'information la plus importante c'est de vous partager les dates du prochain jeûne. Vous savez que j'ai commencé à faire des petits groupes expérimentaux autour du jeûne, un jeûne prolongé mais court, c'est-à-dire qu'il dure 88 heures, 3 jours et demi. On a déjà fait une version en janvier dernier, ça s'était très bien passé. Il y avait à peu près de mémoire 5-6 personnes qui avaient participé. Et moi, ça me sert en fait à mieux apprendre comment organiser en fait des jeunes pour des groupes de gens. Donc c'est quelque chose que je vais faire dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mon centre, ici à Hanoï et sans doute aussi sur Internet. Mais pour cela, en fait, pour bien le faire, il n'y a pas que la science du jeûne, il n'y a pas que toute la physiopathologie qui est associée au jeûne. Il y a aussi la pratique, c'est-à-dire comment faire en sorte, en fait, c'est vraiment l'objectif, comment faire en sorte de trouver une méthodologie de jeûne qui ait des bases scientifiques solides dans un cadre préventif, qui soit suffisamment long donc pour apporter des impacts positifs sur la santé des gens dans un certain nombre de domaines pour lesquels c'est déjà bien prouvé, bien établi. Et en même temps, comment créer des conditions, voilà, des conditions de confort optimales pour que ce jeûne soit accessible et acceptable aussi, parce que c'est pas très facile et que en fonction de la façon dont on l'organise, ça va être plus ou moins facile à vivre, facile à expérimenter. Et donc, dans le cas où ça peut être indiqué pour une personne, dans un cadre de prévention générale, en fait, que cette personne puisse reproduire facilement en fait ce jeûne-là, parce qu'en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup dans le milieu, je dirais, étendu de la nutrition, du jeûne. En fait, il y a beaucoup d'ayatollahs en quelque sorte qui vont professer des jeûnes, je dirais, relativement extrêmes. La réalité, c'est que les indications précises pour ces formes de jeûne-là sont pour le moment très très imprécises, qu'elles sont sans doute en fait très restreintes dans des cas pathologiques vraiment très très bien établis. Et bon, la science est en cours de développement là-dessus, mais c'est pas du tout évident qu'il y ait un gain général, par exemple, à se taper 2 semaines de jeûne entier. Peut-être qu'on démontrera que même 2 semaines plus tard, c'est bon pour quelqu'un de sain parce que ça réduit à terme le risque de certains types de cancers ou de pathologies cardiovasculaires ou démence, etc. Mieux que 3 jours ou 5 jours, par exemple. Mais pour le moment, en fait, le but, c'est d'arriver à trouver donc cette valeur minimale efficace qui derrière maximise l'acceptabilité par les gens pour pouvoir le faire. Et donc en fait, au lieu de rêver de faire parfait, en fait les gens font quelque chose de bien déjà, mais ils le font. Ce qui est quand même déjà la grosse différence. Donc dans ce cadre, en fait, moi je fais des petits protocoles un peu différents. Donc je fais le jeûne en même temps avec le groupe parce que je teste en fait des choses que j'ai pu lire. Je teste des guidelines de certaines maisons de cliniques de jeûne en Allemagne qui produisent, qui publient leurs guidelines dessus. Donc ça c'est très intéressant de voir ce qui en fait est vraiment je dirais vraiment solidifié par la science et ceux qui peut-être témoignent plus d'une pratique, d'un usage qui n'est pas nécessairement sans intérêt d'ailleurs, parce qu'en fait en Allemagne je retrouverai le nom de ce médecin qui est un des pionniers du jeûne médical en Europe. Donc en Allemagne il y a cette pratique depuis plus d'un siècle par exemple, et donc ils ont quand même de la pratique par rapport à ça. Mais pour moi, l'idée, c'est d'arriver à comprendre par moi-même en fait, ce qui peut vraiment faire sens, ce qui apporte vraiment quelque chose au confort de la personne, même si on n'a pas une base scientifique super solide pour dire que je ne sais pas, par exemple, que de faire des lavements colo-recto, est-ce que c'est absolument nécessaire, par exemple, quand on fait 3 jeûnes? Est-ce que ça va vraiment apporter du confort à l'expérience? Moi, je suis assez comme ça, j'ai besoin de tout vérifier, j'ai besoin d'avoir soit un article scientifique, soit une pratique personnelle derrière ce que je vais prescrire aux gens. Leur dire, voilà, moi, je pense que globalement, en pesant le pour et le contre, il vaut mieux faire de cette façon-là, parce que globalement, voilà, on se sent mieux, le confort intestinal. Voilà, peut-être que le lavement en fait apporte du confort intestinal, peut-être que pour certains types de pathologies légères du côlon, le lavement peut être indiqué si on a des stratégies sur le microbiote, des trucs comme ça. C'est à réfléchir.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dedans, en fait, et on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo, il y a une notion de confiance, et de la confiance scientifique et les fondations scientifiques que l'on établit autour de pratiques médicales. Donc ce jeûne-là, parce que c'est le premier élément de discussion, ce jeûne-là va donc avoir lieu à la mi-avril. C'est donc le jeûne expérimental numéro 2. Et les dates précises, en fait, ça commencera le vendredi 16 avril, dernier repas à 14 h, et reprise de nutrition le mardi matin, c'est-à-dire que le samedi, le dimanche et le lundi sont jeûnés, et la renutrition se passera le mardi matin au petit déjeuner. Voilà. Les règles sont les mêmes que pour le précédent jeûne, c'est-à-dire que vous êtes volontaire. Je ne fais pas de suivi médical individualisé lors de ce groupe-là. Donc cela implique que vous soyez apte à faire le jeûne médicalement. Et donc dans les innovations qu'il y a entre le premier jeûne et celui-là, il y aura entre autres un formulaire à signer, déclarant sur l'honneur que vous n'avez pas de contre-indication médicale à la pratique du jeûne. Et ça, c'est pas tant pour me couvrir que vraiment pour que vous soyez clair par rapport à ça. Voilà. C'est important, pas de chimère autour de la santé. On fait un jeûne de 3 jours avec des gens qui sont globalement suffisamment bien portants pour pratiquer le jeûne. Alors dans le formulaire, évidemment, il y aura l'indication de toutes les pathologies pour lesquelles le jeûne est absolument contre-indiqué. Parce qu'il y a beaucoup de conditions pour lesquelles le jeûne est contre-indiqué. C'est pas de la magie, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique comme d'autres choses, et comme d'autres choses, c'est indiqué pour certaines personnes, certains moments, certains objectifs, et pas dans d'autres. Donc il y aura un descriptif de tout ça. Ça, c'est le premier changement. Et ce sera absolument indispensable. Seconde chose dans les améliorations, c'est qu'en fait, il y aura un début de création. Le groupe commencerait à être animé en fait 3 à 4 jours avant le début du jeûne, pour que je puisse vous expliquer un petit peu comment préparer le jeûne. Et avec cela, en fait, il y aura aussi des fiches que j'ai commencé à rédiger pour donner les grandes orientations techniques, on va dire, de ce qu'il faut faire avant, pendant et après. Ensuite, on se retrouvera juste avant le jeûne, et de la même façon, en fait, on partagera nos expériences autour du jeûne en direct sur un groupe Facebook qui sera fermé, qui sera privé. Ça sera vraiment juste dans le cadre du groupe de, je sais pas, 5, 6, 7 personnes et moi-même, et on échangera, parce que moi aussi je pratique donc le jeûne à ce moment-là. Dans les changements par rapport au jeûne précédent aussi, ce sera un jeûne que j'appellerai vert en quelque sorte, c'est-à-dire que je vais me faire de temps en temps des smoothies verts, c'est-à-dire des choses qui ont une valeur calorique proche de 0, mais qui vont participer en fait d'entretenir des fonctions dans le tube digestif et d'apporter des fibres, d'apporter une base de sels minéraux. Et je vais voir donc en fait comment je vais me sentir par rapport au jeûne précédent. J'étais bien passé, je vais faire un jeûne très classique avec un peu de préparation. Donc là, il y aura, moi je prendrai des jus verts, et donc je vous expliquerai comment évidemment je compte les préparer, dans quelle quantité. Et ce sera intéressant, donc si vous aussi vous voulez faire de la même façon, qu'on partage un petit peu le ressenti, comment on sent par rapport à la faim, par rapport au transit, par rapport à l'état général. Voilà. Donc ce sera la chose qui sera importante à discuter entre nous. Et donc je rappelle encore une fois, je ne fais pas de suivi individuel pendant ce groupe-là. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de responsabilité pour la façon dont ça se passe de votre côté. Je vais vous donner des informations pour que ça se passe bien. Je vais vous expliquer dans quelles conditions il ne faut surtout pas le faire, d'accord ? Mais voilà, derrière vous êtes des grandes personnes et vous serez traités comme des grandes personnes. Voilà, donc je vais publier, je pense d'ici à demain, créer le groupe sur lequel il faudra s'inscrire. Il y aura 3-4 questions évidemment, et puis derrière, étape finale, quand vous serez passé à l'intérieur, il me faudra me donner ce formulaire signé sur l'honneur, que vous êtes apte à procéder à ce jeûne. Voilà. Donc ce seront les grandes différences. Jeûne vert, beaucoup plus de cadrage, en fait, beaucoup plus d'explications, plus de techniques, etc. Ça commence à venir parce que je mets en place globalement le protocole en même temps. Donc les outils que je suis en train de développer pour la version finale du jeûne, qui sera le jeûne vraiment professionnel que j'encadrerai, en fait. À chaque fois, vous bénéficiez en fait des versions un peu bêta pour voir un petit peu comment ça fonctionne aussi en termes de communication. Une grosse partie du travail, c'est vraiment sur l'explication des choses, sur qu'est-ce que ça fait vraiment le jeûne, quelle est la physiologie qui est cachée derrière, d'où ça vient, etc. Et comment le pratiquer gentiment et en toute sécurité. Toutes ces choses-là, ça va petit à petit s'améliorer aussi. Voilà, donc j'espère qu'en plus ça participera du confort général du groupe, d'avoir
ces notions-là, puis on pourra quand même toujours discuter hein, en direct, hein, de toute façon. L'idée c'est qu'on va partager, on fait ça ensemble. Et ce que vous verrez, c'est que c'est beaucoup plus simple en fait quand on fait en groupe. Parce que j'ai fait plusieurs fois des jeûnes avant, donc sans groupe, et c'est vrai que la présence du groupe en fait enlève facilement, je dirais 20-30% du poids lui-même du jeûne, parce qu'on sait qu'il y a des gens auxquels on est nécessairement connecté par l'expérience commune, qui vont au travers de la même épreuve, après on partage des trucs, et c'est vraiment très 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 bien. Voilà, donc guettez la page parce que voilà, je prendrai un certain nombre d'inscriptions et puis quand on aura le quorum, en gros, on fermera le groupe et puis on partira à ce niveau-là. Ah regardez, vous entendez ou pas? Si vous entendez, c'est la cloche du temple à côté duquel je suis. On entend aussi la perceuse. Je vous montre juste un peu. Hop, ça, voilà. C'est là où je suis en fait, sans péter le téléphone. Voilà. En fait, j'habite dans un quartier dans lequel il y a un temple, un très très vieux temple. Hop là. Ça bouge beaucoup. C'est pas professionnel, d'accord. Je suis tout bim, pas cinéaste. Voilà. Mais c'est un coin très très agréable. C'est là que j'ai mon cabinet en fait. Mais comme vous pouvez l'entendre, il y a pas mal de bruit. C'est le Vietnam. Il y a beaucoup de vie au Vietnam. Voilà. Hop, on se remet un petit peu en place. Et ouais, l'autre chose dans laquelle dont j'avais bien envie de vous parler, parce que c'est une chose à laquelle je pense depuis un certain temps, en fait, évidemment, comme sans doute beaucoup d'entre vous. Mais je me posais la question de savoir ce que moi je pourrais avoir de pas trop complètement con à dire, ce qui n'est pas évident du tout. C'était avec cet événement en relation avec le Covid. La chose qui m'a marqué le plus, en fait, c'était pas nécessairement l'apparition d'une nouvelle défiance, mais je dirais une expansion de la défiance générale que l'on peut voir entre les populations en gros et les institutions, pour faire simple, et surtout dans le monde occidental, en fait. Et je me demandais en fait ce que ça voulait dire pour moi en tant que professionnel et poser un regard vraiment, je dirais, professionnel médical là-dessus. Ce que ça peut dire pour ma propre pratique, ce que ça veut dire aussi pour nous et je pense aussi pour des choses que nous devrions souhaiter, qui pourraient permettre de rétablir au moins en partie de la confiance entre les populations et les institutions. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui me paraît vraiment très très important, parce qu'en fait avoir de l'action en médecine, en santé publique, si vous n'avez pas la confiance des gens sur lesquels vous allez opérer vos interventions, ça va quand même relativement mal se passer. Il va y avoir de la confusion, du chaos, des peurs, des colères. Ça va cristalliser des histoires plus anciennes qui n'ont pas nécessairement à voir à faire avec l'événement en cours. Et là, vraiment, l'épidémie de Covid, je pense que tout le monde pourra accepter, quel que soit son point de vue, c'est qu'il y a eu une irruption en fait de discussions extrêmement passionnées et notamment entre des gens en fait qui n'avaient pas nécessairement, je dirais, des connaissances très directes par rapport à la virologie, la biologie moléculaire, l'épidémiologie, etc. Mais en soi, moi, ça me pose pas vraiment de problème. Je trouve ça plutôt sain que tout le monde parle. Il n'y a pas de sujet absolument réservé dans lesquels le public n'a pas le droit de regarder, surtout dans des choses comme ça. Mais ce qui était vraiment étonnant, c'est de voir en fait le niveau de passion qu'il y a pu avoir, qui a déferlé. Et je me disais à quel point en fait une partie du monde médical va perdre la confiance de la population, de la même façon que à côté la classe politique a perdu beaucoup de confiance de la part de la population, la classe médiatique aussi, voilà, enfin, les journalistes sont très peu considérés par la population en général. Il y a toujours des suspicions de manipulation, auprès des médias, et je me disais en fait à quel point en fait ça allait affecter le monde médical, parce que les médecins d'une façon générale quand même ont, et heureusement parce que pour faire leur métier ça aide, la confiance de la population dans laquelle ils vivent et avec laquelle ils travaillent. Mais je pense que ça aura quand même des répercussions d'une façon ou d'une autre. Ça aura aussi des répercussions de toute façon aussi sur la population médicale elle-même, sa façon de voir les choses. Et donc j'avais bien envie de vous parler un petit peu de cette notion de confiance et d'essayer
d'apporter ma contribution sur le comment ça s'est établi, enfin un des facteurs qui a permis l'établissement de ce défaut de confiance, et une chose qui m'apparaît absolument indispensable à souhaiter de la part de nos gouvernants dans les prochaines années, qui a à voir avec la façon dont dont la recherche est financée. Ça, c'est absolument fondamental. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce qui a vraiment beaucoup cristallisé les choses, c'est, je dirais, l'espèce de débat un peu bizarre d'un point de vue médical qui a été traitement versus vaccination en fait. En gros, un camp qui dit les vaccins ne sont pas nécessaires, on a déjà des vieux médicaments qui fonctionnent, et l'autre camp qui dit on fait du vaccin, c'est absolument indispensable, mais eux ont la suspicion en fait de rouler pour des intérêts économiques, industriels, financiers, etc. En gros, vision plus ou moins complotiste des choses vis-à-vis de Big Pharma. Voilà, en face, on a eu ces pôles-là, et en fait, c'est très compliqué de pouvoir participer à quelques formes de discussion à ce niveau-là, parce que cette radicalisation des pôles, c'est-à-dire globalement, on avait les pourris, de l'autre côté, on avait les neuneux. Hein, en gros, c'est comme ça que chacun se percevait l'un l'autre des deux côtés. Et ça me paraît absolument détestable, en fait, si on reste dans les positions qui sont comme celle-ci, parce que en fait, évidemment, comme d'habitude, la réalité est complexe et que les deux pôles ont dans de très larges mesures raison en même temps, en fait. Ça paraît assez évident. La première chose que je vois, en fait, c'est que la confiance, ça a commencé à se casser la gueule de ce que je peux percevoir, mais c'est sans doute plus vieux que ça, avec le monde médical, avec les grands scandale qu'il a pu avoir à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a eu évidemment, alors en France, l'affaire du Mediator. Moi, je me rappelle quand j'étais interne, il y avait un médicament qui avait attiré beaucoup mon attention et de plein d'autres personnes, qui étaient deux médicaments, une nouvelle classe de médicaments qui était le Vioxx et le Celebrex, qui étaient censés être des anti-inflammatoires qui ne rendent pas les gens ulcéreux et qui en réalité, en fait, a prouvé que finalement ça va donner des problèmes cardiovasculaires chez les gens qui étaient assez sensibles, avec quand même plusieurs milliers de morts en conséquence, et des gros doutes sur des bidonnages autour des rapports d'essais cliniques qui ont été transmis à l'époque par les laboratoires aux organes de régulation. Il y a eu voilà, une série comme cela de scandales qui ont commencé à montrer d'une façon générale quoi, c'est que aller rechercher de l'intérêt économique et aller rechercher de l'intérêt en santé pour la population sont des intérêts qui ne s'alignent pas tout le temps. Il y a vraiment clairement des moments où on a des oppositions nettes apparemment entre l'intérêt capitalistique de l'industrie pharmaceutique et à la fin, d'autre côté, les populations. Donc en fait, je pense que le gros affrontement qu'il y a eu au moins entretenu par les différents réseaux sociaux, le système médiatique, etc. Ça a été ça. On a eu deux camps très bien définis, et avec essentiellement cette notion-là pour le camp, pour faire très simple, on va dire des anti-vaccins et des pro-traitements anti-vaccins. Alors je parle même pas des gens qui expliquent que l'épidémie n'a pas eu lieu, que ça n'a pas existé, ça. Non, là, c'est un petit peu trop pour moi. Mais par contre, je trouve vraiment le point de vue des gens qui admettent en partie la réalité, mais qui vont avoir une lecture différente de la chose. Et je comprends que, en fait, tout le mouvement de protestation qu'il y a pu avoir autour de globalement ce qui se passait, l'épidémie, et notamment autour des vaccins qui arrivaient. Ça s'est quand même beaucoup calmé depuis que les vaccins sont arrivés et que les chiffres tombent dans les pays où ça a été où la politique vaccinale a été très agressive. On voit en gros les chiffres pour le moment sur Israël, aux États-Unis, en Angleterre, dans lesquels les couvertures vaccinales sont assez fortes, où on a quand même des baisses qui sont extrêmement notables, très rapides, qui indiquent qu'à minima, dans la phase initiale de vaccination et en plein pic épidémique, à minima, on a un effet qui semble très important. Après, est-ce que tout l'effet est dû seulement aux politiques vaccinales? Est-ce qu'il y a eu la distanciation sociale et où le masque et où les confinements? Après, c'est tellement en mosaïque que ça nécessite beaucoup plus d'analyse pour pouvoir répondre à ça. Mais on voit que ça s'est un petit peu calmé, mais je pense que le fond de tout cela est quand même absolument fondamental.
parce que ça a à voir avec la confiance que l'on a en gros en les médicaments, en les vaccins et tous les nouveaux systèmes, je dirais, thérapeutiques qui sont en train d'être développés. Et il y en a de très nouveaux qui vont intervenir. Alors déjà en cancéro, on voit des luminothérapies très avancées, c'est de la très très haute technologie. Tout cela est en train d'avancer à très très grande vitesse. Et il y a quand même cette notion-là, je pense, qui va rester extrêmement persistante dans le futur, qui est quand même, au total, j'ai l'impression, un début de rupture de confiance entre la population générale et le monde médical et la science. Et je pense que c'est un très 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 mauvais procès, et c'est un très dangereux procès parce qu'en fait il est fait aux mauvaises personnes. Il est fait dans une mauvaise... Je dirais que même les termes en fait, de la question sont mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation-là historiquement, c'est que sur les 20-30 dernières années, de façon très progressive, de façon plus ancienne aux États-Unis, une grosse partie du financement de recherche dans les universités a commencé à tranquillement dévier vers des fonds d'origine privée en fait. C'est-à-dire que les grands groupes industriels, d'une façon générale, pas que dans le monde médical, sont rentrés dans l'université, ont commencé à financer des programmes de recherche. Alors, personnellement, ça ne me pose strictement aucune forme de problème. Que vous ayez, je sais pas, moi je viens du sud-ouest, il y a par exemple l'industrie aérospatiale qui est là-bas. S'ils veulent bosser sur des propriétés mécaniques d'un nouveau matériau, très bien, qu'ils bossent avec une fac ou un institut technologique, un IUT local, c'est fantastique. Mais le problème, c'est que en fait, ça s'est fait au détriment du financement public. C'est-à-dire que quand vous êtes chercheur maintenant, dans un labo de recherche, en fait, vous allez devoir de plus en plus chercher par vous-même des financements parce que la manne publique est beaucoup plus faible et qu'en fait, la part des entreprises, c'est ça qui est vraiment le plus important, la part des entreprises a grossi. Et c'est un phénomène que l'on voit à peu près partout. Et là, en fait, il ne faut pas se tromper de cible, si vous voulez, parce que c'est plutôt, à mon avis, c'est ma façon de voir les choses, mais le mécanisme qui pose un énorme problème plutôt que les acteurs qui sont en jeu. Les entreprises privées du médicament sont des entreprises avec des très très grosses sommes investies en termes de capital, des investisseurs, souvent institutionnels, qui ont investi beaucoup d'argent à l'intérieur, et eux, ils attendent un retour financier. C'est comme ça que le système est bâti. Donc, in fine, que vous vous appeliez Pfizer, AstraZeneca ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, vous avez un conseil d'administration, vous avez des actionnaires, vous avez des gens à qui vous devez rendre des comptes, et les comptes sont financiers. Ils ne sont pas sur le service médical rendu. Le compte final, il est financier. Donc la logique de ces gens-là est financière. Et je pense que c'est leur faire un mauvais procès que de leur reprocher de vouloir faire correctement leur travail. À mon avis, le plus gros problème, c'est qu'on a considéré que c'était une bonne idée de ne donner du financement à la recherche qu'à partir de ces acteurs-là, en fait, qui eux ont leurs propres intérêts. Donc ils vont nécessairement faire tourner la recherche dans la direction qui leur est favorable, où il y aura toujours un doute, une suspicion de jouer sur les chiffres, sur les modalités d'études, de mise en route des médicaments, parce que derrière, sur une virgule, vous avez, sur une virgule d'un rapport scientifique, en fait, va se jouer peut-être 1 milliard d'euros d'investissement, si vous voulez. Donc la pression est extrêmement forte pour faire des conneries, en fait. Et je pense que c'est complètement délirant, en fait, dans la logique dans laquelle on est, c'est d'imaginer que ces gens vont se réguler par eux-mêmes, en fait. Et en plus, on leur donne du pouvoir supplémentaire, donc en étant à la base d'énormément de laboratoires de recherche en France, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, en fait. Et derrière, si vous voulez, en plus, vous avez une logique extrêmement pernicieuse, c'est qu'on a eu cette logique managériale d'entreprise qui est arrivée dans les laboratoires, où globalement, pour estimer la performance d'un chercheur, en fait, ou de son équipe, ça va se mesurer, en fait, en nombre de papiers, d'articles qui ont été produits par an. Et des articles qui sont lus et qui sont lus dans des revues prestigieuses à haut impact, comme on dit. Ces articles-là, en plus, sont des choses qui sont extrêmement importantes. Les articles, c'est la façon dont on fait la science, en fait. La science, la vraie science, c'est-à-dire le fait de découvrir quelque chose et ensuite de le partager avec le reste de la communauté scientifique en étant le plus honnête possible sur la façon dont on a travaillé, le protocole mis en place, les résultats, etc., de façon à ce qu'eux puissent comparer, soit en reproduisant votre expérience, soit en réfléchissant à ce que vous avez fait, en réfléchissant à vos conclusions, vous critiquez la plupart du temps, et in fine, en fait, on développe comme cela des consensus scientifiques sur des points bien précis, c'est-à-dire qu'une fois qu'une chose est bien établie, vous avez un bel article qui établit une réalité importante, c'est-à-dire, ça peut être des milliards de choses,
et c'est dans toutes les sciences, c'est dans les sciences physiques, biologiques, médicales, anthropologiques, tout ce que vous voulez. C'est ainsi que fonctionne la science. Je pourrais d'ailleurs vous montrer un exemple d'article. Et donc ces articles-là, en fait, sont des choses qui sont extrêmement importantes pour la science parce que à chaque fois, c'est un nouveau petit morceau de connaissances à partager et à valider. Et normalement, un scientifique, si vous voulez, ça a des idées, c'est motivé par l'idée de travailler dans un labo. Donc ça n'a pas nécessairement besoin, si vous voulez, derrière d'avoir tout le temps des motivations supplémentaires à ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont motivés par le métier qu'ils font, c'est déjà pas mal. Après, moi, je pense qu'il est important de leur assurer des revenus de bonne qualité parce qu'ils font quelque chose de très important. Mais il se trouve que ces gens-là, qui sont dans cette logique de devoir publier de l'article pour exister parce que c'est leur indicateur de performance, en plus, derrière, ils sont obligés sans arrêt d'aller rechercher du financement pour pouvoir mener leurs expériences. Et ils vont trouver des financements sur leurs expériences seulement, en fait, si vous allez avoir un intérêt industriel, commercial derrière. Car vous travaillez sur un domaine particulier de la cellule, un récepteur hormonal très très particulier, par exemple. Donc là, si vous arrivez à convaincre un labo, ou si un labo est intéressé par ce récepteur-là, parce qu'à la clé, on pourrait avoir un médicament qui joue avec ce récepteur-là, vous allez avoir de l'argent. À l'inverse, si vous travaillez sur quelque chose qui est absolument fondamental et qui motive une très grosse partie de mon travail dans mon cabinet, c'est que si vous êtes intéressé par la science médicale qui ne fait pas intervenir de la chimie, d'accord ? Mais je ne la rejette pas, hein. Moi je suis tout à fait pour, d'une façon générale, les médicaments quand ils sont bien utilisés. Mais je pense que pour une très très grande partie de la population, on peut soit enlever les médicaments, soit en réduire la posologie. Pas pour tout le monde, pas dans toutes les indications, c'est clair. Mais pour une bonne partie de la population. Hein. Vous avez quand même 70% de la morbidité générale d'une population dans le monde occidental. 70% de la morbidité, ça veut dire 70% de la somme de toutes les maladies, si vous voulez, qu'il y a dans un pays. Donc cette morbidité, vous connaissez le mot morbide, c'est pas mortalité. Mortalité, c'est vraiment la mort. Morbidité, c'est l'état d'être malade. Donc 70% de la morbidité d'un pays est due à ce que l'on appelle les maladies non communicables. C'est-à-dire qu'à l'opposé des maladies infectieuses, qu'on peut se transmettre les uns les autres, les maladies non communicables sont les maladies que l'on se donne à soi-même en quelque sorte. Ou alors pour lesquelles une partie de notre comportement en fait va activer des faiblesses génétiques que nous avions déjà par rapport à certaines pathologies. Et ce sont des pathologies que vous connaissez tous. C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète de type 2, ce sont les conséquences cardiovasculaires de ces pathologies-là. En gros, c'est le monde de l'insulino-résistance, on appelle aussi syndrome métabolique, il y a d'autres signes, mais on ne va pas trop charger d'éléments médicaux ici. Ce sont les cancers, ce sont les maladies neurodégénératives, les démences, Alzheimer. Vous voyez, c'est toutes ces pathologies-là en fait qui vous pourrissent la vie, en gros, une fois que vous avez passé le cap de 50 ou 60 ans si vous n'avez pas fait gaffe, et qui, in fine, vont vous rendre extrêmement malade. D'accord ? C'est ainsi que vous allez vous retrouver malade, et c'est probablement lié, votre mort aura sans doute quelque chose à voir avec ces facteurs-là. Donc ça, c'est quand même 70% de la morbidité, si vous voulez. Alors oui, on est bien d'accord, il faut bien mourir un jour et de quelque chose. Mais on peut quand même aussi, il y a l'idée complètement dingue de mourir en bonne santé. Il faut quand même mourir, mais autant être bien, vieux et bien, quand ça arrive. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et dans ce secteur-là, si vous voulez, par exemple, si on parle du jeûne, parce que la vidéo a commencé par le jeûne, le jeûne, c'est un truc, d'abord, ça a été longtemps quelque chose qui est associé donc, aux grandes religions. Chacune a sa version de la pratique du jeûne. C'était utilisé un petit peu à l'époque antique comme outil de réflexion. Hippocrate en parle aussi comme réponse générale à pas mal de problèmes. Voilà, ça a été à peu près ça pendant à peu près 2000 ans. Et puis c'est devenu un sujet d'intérêt au XIXe siècle, et puis ça a commencé à se développer, mais essentiellement jusqu'à il y a 10-15 ans, c'était quand même plutôt un sujet de babos, hein, pour être honnête. C'était quand même très très loin du mainstream, et c'était la perception moi que j'en avais quand j'étais en fac de médecine dans les années 90. C'est n'importe quoi, l'idée de ne pas bouffer, alors moi qui viens du sud-ouest en plus, l'idée que ne pas manger puisse être bon pour la santé, c'est quelque chose qui était proprement inacceptable. Bon, en réalité, c'est que la science s'est beaucoup développée à ce niveau-là. Beaucoup de sciences dites fondamentales, donc beaucoup de travaux en immunologie, en épigénétique, sur le microbiote, sur la régénération du cerveau autour d'un facteur qu'on appelle le BDNF, toute la recherche qu'il y a autour d'un système merveilleux qui s'appelle le système mTOR, MPK, on en parlera un jour, mais c'est vraiment de la biologie très avancée.
Donc en fait, il y a de la science qui arrive à ce niveau-là, mais il y a quand même très peu de science qui arrive par rapport à ce niveau-là, parce que il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Et donc là, normalement, typiquement, c'est là où votre recherche publique devrait mettre beaucoup d'argent. Vous n'allez pas demander à des vendeurs de médicaments de financer des études sur le jeûne. Ça fait pas de sens. Mais même c'est idiot de leur demander ça. C'est pas leur boulot. Et puis c'est même normal que ce soit pas leur boulot. Eux, ils produisent des médicaments, des dispositifs thérapeutiques de plus en plus complexes. C'est très intéressant. Ça nous sera nécessaire à un moment ou à un autre. Mais vous n'allez pas demander à ces gens-là d'aller financer un truc sur le jeûne. Hein. En plus, même, c'est même contre leur intérêt immédiat. Si vous allez commencer à mettre beaucoup d'argent voilà, sur la science de l'hygiène générale, la nutrition, le sport, etc., et leurs effets généraux sur la santé, et la façon de bien protocoliser ça, par exemple, chez les gens qui sont malades, bon, ben là, si vous êtes laboratoire, c'est très beau, c'est bien gentil, mais moi, ça ne m'intéresse pas, parce qu'à la fin, à la limite, vous allez bouffer ma marge. Donc, c'est pas bon, hein, vous allez bouffer mon marché. Et là, en fait, ça, vous l'avez pour des milliards de choses différentes, en fait, dans la science médicale. Je vous parle du jeûne, par exemple. Je trouve que c'est une science absolument magnifique, mais pour beaucoup de papiers, on a des papiers qui disent à la fin, bon, voilà, on a des résultats, mais il faudrait des essais de plus grande taille, par exemple. Vous voyez, vous avez des essais avec 30 personnes, avec 50 personnes, donc c'est bien. Mais en fait, il faudrait avoir des volumes de patients beaucoup plus importants, pour qu'on puisse bien comprendre comment ça fonctionne et qu'on puisse accompagner correctement les gens dans ces moments-là. Donc il y a de la science à ce niveau-là, mais c'est toujours sur des fonds publics. Et d'une façon générale, vous avez une crise en fait, de la production de savoir, parce qu'en fait, elle est financée, ou elle est financée en très grande partie par des intérêts privés, et donc ils ont leurs propres intérêts. Et ça va se refléter dans plein de choses, parce qu'en fait, on confie à ces laboratoires privés des fonctions qui normalement ne devraient pas vraiment être les leurs. C'est-à-dire que imaginez, voilà, juste imaginez ça. Imaginez simplement cette chose-là. Dans le cadre d'une réponse nécessaire, urgente, pour plein de raisons différentes, à l'épidémie de Covid. Le vaccin est une solution. C'est une solution très bien. Imaginez maintenant qu'au lieu que ce vaccin fût découvert, produit par différents consortiums privés, ce soit des universités publiques qui, avec leur laboratoire, produisent ces vaccins-là, libres de droits de brevet dessus. D'accord ? Est-ce que tout à coup, pour beaucoup d'entre vous, la confiance que vous auriez par rapport à ces produits-là ne changerait pas de façon complètement radicale? Si à un moment vous dites, voilà, mais c'est la puissance publique en fait qui a financé ceci de façon spécifique, éventuellement vous pouvez aussi utiliser des moyens techniques des labos, vous pouvez les payer pour ça, mais in fine, c'est une recherche de type public qui est financée par la puissance publique, et à la fin vous avez un morceau de connaissance absolument indispensable que vous pouvez partager très facilement, et que vous pouvez vendre s'il faut le vendre à prix coûtant pour que même vous puissiez rembourser la partie d'investissement public. Mais vous savez qu'à ce moment-là, l'argent va revenir dans les caisses publiques. Ça change absolument toute la dynamique. Parce que vous n'avez plus ce doute constant de savoir est-ce qu'à un moment on ne joue pas avec la virgule de ceci, le principe de cela, pour finalement faire beaucoup de fric. Vous voyez ? Moi, personnellement, je ne pense pas du tout que l'épidémie de Covid soit un complot de Big Pharma pour nous vendre des vaccins. Très très clair. Je ne sais pas combien ils vont se faire avec ça, sans doute 20, 30 ou 40 milliards sur les 5 prochaines années, j'en ai aucune idée. Mais si vous voulez, la perte économique nette totale qu'il y a eu pour la planète et pour les plus gros acteurs économiques de la planète, elle est massive, si vous voulez. C'est irréaliste de penser que pour gagner 50 milliards, de l'autre côté, des gens qui ont les mêmes intérêts économiques vont chercher à en perdre 2000 milliards à côté, ou 6000 milliards. Je vois pas le truc là, vraiment. Par contre, je pense que la question qui est vraiment sortie, qui est le doute finalement qu'il y a dans les institutions, le doute qu'il y a sur ce qu'on veut nous vendre ou ce qu'on veut nous imposer. Il y a eu cette histoire-là aussi a été là avec Raoult, où il y avait vraiment cet effet la province contre Paris, Paris qui avec son arrogance et au moins dans la première partie de l'épisode Covid, des grosses questions sur la compétence et voire même l'honnêteté de la communication, c'était vraiment très clair. Ça c'est absolument, enfin c'est une catastrophique, ça fait partie aussi de la crise de confiance qu'on a eue chez nous en France. Bien dit au début que ce que je vous disais n'était pas le seul facteur, mais à mon avis un des gros facteurs. Voilà, on a cette situation-là qui à mon sens
j'ai pas l'impression que ça va revenir en arrière très très facilement. Et donc si là, par exemple, on avait des vaccins de type public, par exemple, si on savait que là-dedans, il n'y aurait pas eu de conflit, de risque de conflit d'intérêt, par exemple, entre, à l'époque, c'était le Nemesivir versus le protocole de Raoult. Et si ces genres d'enjeux sont traités par la sphère publique, si vous voulez, qu'il y a une équipe sur l'hexachloroquine, une équipe sur le Nemesivir, une équipe sur X autres molécules, parce qu'à la fin, on a des traitements qui sont à peu près corrects maintenant pour le Covid, qui utilisent d'ailleurs un vrai médicament en base, qui est la cortisone. Mais si tout ce savoir-là a été organisé par des puissances publiques qui jouent le rôle vraiment de la transparence sur les intérêts financiers, parce que ça aussi, on a des histoires de plusieurs médecins, dont certains, je pense, disaient des choses très sincères et très bonnes, mais qui, par des liens financiers avec des laboratoires, portaient le doute quand même sur la motivation de leurs paroles. Et ça, c'est un énorme problème. Mais ça suit la même logique, si vous voulez, que cette histoire de laboratoire. Si vous êtes médecin hospitalier dans un centre universitaire, que vous voulez faire de la recherche, que vous voulez faire avancer votre service, comme on vous demande de le faire d'ailleurs, si vous voulez avoir une carrière universitaire, hospitalo-universitaire, vous allez devoir faire de la recherche, vous allez devoir attirer du pognon public, il n'y en a quasiment pas, donc généralement, d'où va venir le pognon? Encore une fois, on en revient au problème initial, ça va venir du monde pharmaceutique. Et en soi, c'est pas un problème, à mon avis, qu'il y ait des recherches de ce type-là, mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça, en fait. C'est la seule possibilité que vous puissiez avoir si vous avez envie de faire des recherches qui soient un peu sexy et qui coûtent un petit peu cher, c'est que vous allez travailler pour le privé à un moment ou à un autre. C'est un très gros problème. C'est absolument un très gros problème. Je préférais largement que ces gens qui sont ambitieux tant au niveau intellectuel que de leur ego, il n'y a pas de souci par rapport à ça, s'ils peuvent mettre ça au service du bien public, imaginez que ces gens-là, puissent avoir facilement des financements, des budgets pour faire de la recherche. Il n'est pas besoin d'aller chercher de l'argent chez l'industrie pharmaceutique. Ce serait quand même pas mal du tout. Vous imaginez que les termes du débat seraient complètement différents. C'est le truc quand même que je voudrais vraiment faire ressortir de cela, c'est que il faut absolument que l'on redemande collectivement une augmentation très nette des investissements publics dans la recherche d'une façon générale et spécifiquement pour la branche qui m'intéresse dans la branche médicale pour que l'on ait une partie de cette recherche-là qui se fasse, je dirais entre guillemets un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec des labos qui ont le temps de bosser, qui ont le temps de réfléchir, parce qu'il y a de la triche aussi, du coup dans les articles, même il y a des chercheurs qui se sont fait choper parce que ils ont fait ce qu'on appelle par exemple du peer hacking, c'est manipuler un peu les stats pour avoir des résultats qui ressemblent un petit peu plus à ce que l'on voudrait voir, pour garder la notoriété, mais aussi pour garder les financements de leur labo, pour faire tourner leur laboratoire. Enfin, vous voyez que tout ce cycle-là est extrêmement vicieux. Donc, ça me paraît absolument fondamental. C'est-à-dire que si on veut dépasser un peu ce débat de les pourris versus les neuneux, et qu'on se rappelle juste quand même qu'on est une nation et un peuple, et que dedans il y a des pourris, des neuneux, mais il y a aussi la population française en règle générale, et c'est vrai pour tous les autres pays du monde, nous devons absolument récupérer et pousser sur ce bouton-là qui est celui de la recherche publique. C'est absolument indispensable. Mettez ça dans un coin de votre tête pour les minutes que j'ai prises aujourd'hui avec vous pour partager ça. Voilà. Pour moi, c'est la conclusion finalement que je tire aujourd'hui. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'imagine que comme tout le monde, en fait, j'aurai un regard différent sur cette histoire de Covid. Ça aura maturé, ça aura enfin fini, donc on pourra faire vraiment le bilan de cette histoire-là quand on aura vraiment une fin claire à cet épisode. Mais là, dans l'immédiat, ça me paraît vraiment une urgence absolue. Pour la science, pour l'avancement de la science, pour l'avancement de la qualité des soins médicaux, pour retrouver un lien de confiance fort entre le savoir scientifique qui est produit et la population générale, retrouver confiance dans les institutions dont nous avons absolument besoin. Parce que, alors, vous voyez, moi, j'ai une base très anarchiste au fond de moi. Mais il y a un moment, vous pouvez vouloir un truc où tout le monde s'auto-organise, mais il y a un moment où vous avez quand même besoin d'institutions communes, ça aide quand même à réguler le schmilblick. Vous ne faites pas bosser des dizaines de millions de personnes sans avoir des trucs un petit peu comme ça à un moment de l'histoire. Donc c'est absolument indispensable que l'on retrouve un fonctionnement correct dans le monde de la recherche, que l'on en fait
donne de la liberté aux médecins-chercheurs, aux scientifiques chercheurs qui sont dans la science pure. C'est absolument indispensable que l'on retrouve des espaces de liberté. Je pense que ça n'empêchera absolument pas au monde privé de faire ces partenariats. Ça peut toujours apporter des choses intéressantes, mais il faut absolument qu'on arrive à sanctuariser une très grosse partie de la recherche. Pour le secteur qui me concerne le plus intimement, qui est celui de la médecine, c'est une urgence absolue. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer avant de partir? Voilà, j'ai un joli coucher de soleil. Est-ce qu'on peut... Vous allez voir un truc ou pas? Ouais, là je règle la luminosité. Voilà. Je vais vous quitter sur cette image du soleil qui se couche au-dessus du lac Taillot. Il est chez moi, il est 17h15 au moment où je fais cette vidéo, on est mercredi. Je vous embrasse, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de vous raconter un truc. Je me remets un tout petit peu là. Bientôt la reprise des vidéos d'éducation. Gros retard à ce niveau-là parce que d'une part, beaucoup de travail. J'ai le centre qui a une activité qui a beaucoup augmenté ces dernières semaines. Beaucoup de développement d'outils pour améliorer la prise en charge de mes patients, c'est un des trucs les plus fondamentaux. Une équipe qui grossit. J'ai lu énormément de sciences aussi, beaucoup de sciences, absolument fascinantes sciences. Beaucoup sur ce qu'on appelle les switches métaboliques que l'on a en profondeur. C'est absolument passionnant et très important pour bien apprendre à soigner les gens avec des syndromes métaboliques, problèmes d'hypertension artérielle, stéatose hépatique, triglycérides, etc. Un truc absolument fondamental parce que c'est le lit principal de la maladie cardiovasculaire et de la démence, donc on veut y faire gaffe. Voilà, très occupé à ce niveau-là. Et puis la réalité aussi, c'est que moi le Covid aussi, hein, je l'ai pris dans la tranche. J'ai mon cabinet qui est mon travail maintenant, mais j'avais une partie de mon travail avant qui a disparu. Donc il a fallu aussi que je passe beaucoup de temps à travailler sur le cabinet parce qu'il fallait payer les factures de la famille. Voilà, mais on se retrouve très bientôt dans au minimum un peu plus de 2 semaines pour ce prochain jeûne expérimental. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut.